Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Bienvenue sur le podcast des citrons. Je suis Leslie Marbin et nous allons découvrir à travers ce podcast des parcours d'entrepreneurs de toute génération et de toute activité qui travaillent tous les jours pour développer leur entreprise contre vent et marée. Ils regorgent de créativité, de passion et ont tous un esprit aventurier. Un podcast qui retrace le parcours de chacun, au cours duquel on peut parler de la réalité d'un entrepreneur, des outils mis en place au quotidien, de l'entrepreneur humain, mais aussi face à cette crise mondiale, leurs évolutions ainsi que de celles de leurs activités. Avec cette crise, beaucoup d'entreprises ont dû revoir leur business model. Il a fallu être réactif pour pouvoir pallier aux problèmes. Le télétravail a dû être déployé en masse, les modes de livraison ont dû être éprouvés, les formations à distance ont été de plus en plus utilisées, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant utilisés et bien plus encore. Alors encore une fois, bienvenue sur le podcast des citrons. Nous allons essayer d'appliquer l'adage « Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade ». Aujourd'hui, nous allons rencontrer Louis-Laurent Léger, un entrepreneur aux multiples projets, d'un garçon timide à aujourd'hui un homme accompli. Il jongle avec les différentes facettes de sa vie, mais en gardant toujours en tête l'importance que ça ait du sens pour lui, ainsi que sa famille. Nous parlons de la vie d'un entrepreneur, des astuces pour un bon équilibre vie pro et vie perso, mais aussi de sa capacité à toujours aller de l'avant. Louis-Laurent Léger nous partage ses passions et nous inspire pour suivre nos rêves. Bonne écoute! Alors bonsoir Lou, merci d'avoir répondu à mon invitation pour le podcast des citrons. J'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Donc, je suis Louis-Laurent Léger, j'ai 40 ans, enfin je vais avoir 40 ans cette année, je suis ce qu'on peut appeler pour certains un serial entrepreneur. Donc, on va dire que j'ai diversifié mes activités professionnelles. Je suis papa de 2 enfants qui sont une source d'énergie, de vitalité intarissable. Et voilà. Voilà ce que je peux dire de moi. Alors, quel était ton métier rêvé lorsque tu étais petit? Alors, quand j'étais petit, mon métier rêvé, c'était prof de PS. Au début, je voulais être prof de PS. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais maintenant au niveau professionnel? Alors, au niveau professionnel, là où j'ai trouvé ma mission, ma passion, là où je me suis révélé, c'est dans le métier de coach, en fait. Donc, je fais de l'accompagnement dans des environnements personnels ou professionnels, d'individus ou de groupes d'individus. Et je mets mes services à disposition de différentes thématiques qui vont aller de la prise de parole en public jusqu'à la gestion de crise, en passant par des spécialités comportementales ou de la réorganisation d'entreprise. Non, et puis à côté de ça, j'ai d'autres activités annexes. J'ai un centre de formation. Je suis associé dans une franchise de pizzeria. Je suis en train de lancer un projet d'école d'assistante dentaire, assistante vétérinaire. Et puis j'ai d'autres activités. J'ai d'autres activités de séminaires, de projets à côté. Alors, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais nous faire un peu part de ton parcours, s'il te plaît? Alors, j'en suis arrivé là parce que j'ai un parcours qui est assez atypique. Donc, comme je le disais à la base, je voulais être prof de PS. Donc, j'ai eu une scolarité classique qui m'a emmené à faire une fac de sport et puis à commencer à exercer dans l'environnement de l'éducation nationale pour me rendre compte en fait que la représentation que je me faisais de cet environnement enfant n'était pas à l'image de ce qui me correspondait adulte. Donc ce que j'entends par là, c'est que c'est certainement confortable d'être entre guillemets salarié de l'État, mais j'avais un besoin de liberté qui s'exprime plus dans la liberté de mes mouvements, dans la liberté de faire des choses disruptives. Et puis l'environnement de l'éducation nationale me convenait pas pour ça. Donc j'ai quitté l'éducation nationale, je suis devenu responsable d'une salle de fitness, que j'ai quitté pour ensuite me lancer dans l'entrepreneuriat où j'ai récupéré une boîte de transport logistique qui était moribonde et puis je me suis lancé le défi de la remonter. Défi que j'ai relevé et puis
Dans mon parcours d'entrepreneur, m'étant construit en autodidacte, il y a des règles fondamentales de l'entrepreneuriat que je maîtrisais pas. Donc cette même boîte que j'ai développée, je l'ai plantée, très clairement, et je l'ai plantée bien comme il faut. Donc suite à ça, j'ai retenté le salariat en étant responsable commercial dans la distribution d'IFI électroménager pour une grosse marque coréenne. Et puis après, je suis revenu sur de la logistique comme délégué commercial dans une grosse entreprise de logistique qui faisait du transport aérien maritime, pour en arriver à me poser la question de savoir qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer dans la vie. Et je me suis rendu compte que toutes mes expériences professionnelles m'emmenaient à accompagner des individus à se révéler, à essayer de comprendre les mécaniques du fonctionnement humain, des relations, du comportement, de l'adaptation à son environnement. Et c'est ce qui m'a fait prendre la direction du coaching il y a 10 ans maintenant. Et depuis, je m'éclate, mais tous les jours. Donc voilà, voilà mon parcours un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous partager la plus belle histoire pour toi d'accompagnement d'une personne en coaching? La plus belle histoire pour moi d'accompagnement en coaching, il y en a eu pas mal, hein, mais je pense que celle qui m'a le plus marqué, c'est la rencontre que j'ai faite il y a maintenant 7 ans d'un gamin de 19 ans, plein de potentiel, euh, avec plein de rêves, plein d'ambitions, mais qui se trouvait complètement inadapté à son environnement scolaire. Donc je le récupérais en début d'année de terminale avec un passage forcé en terminale puisqu'il avait un 2 de moyenne annuelle en première. Et avec comme challenge, puisqu'il s'était déscolarisé de lui-même, de lui faire passer son bac en candidat libre et d'utiliser des moyens qui n'ont rien à voir avec la transmission dans l'éducation classique pour qu'on atteigne cet objectif. Et au-delà d'avoir trouvé différentes méthodes pour qu'il se régale dans l'apprentissage et qu'il parvienne à obtenir son bac, ce qui fait que ça m'a marqué, c'est que ce qu'il y a de magnifique dans notre métier, c'est quand il y a une transformation et que l'individu réalise à quel point il est extraordinaire, à quel point il est puissant, et avoir ce gamin qui ne savait pas trop où était sa place dans la vie, passer du stade d'être assez pessimiste sur l'issue de notre collaboration pour en arriver après à se dire qu'il a la possibilité de réaliser tout ce qu'il souhaite professionnellement parlant, voilà. Ça a donné du sens à mon métier. C'est une expérience parmi d'autres, mais celle-ci m'a marqué parce qu'en plus, il y avait une notion de transfert au travers de ce gamin. J'avais l'impression de me revoir une vingtaine d'années en arrière, un petit peu perdu dans la vie, à pas trouver ma place. Et j'aurais aimé, il y a 20 ans, rencontrer quelqu'un qui faisait mon métier. Ça m'aurait permis de me révéler différemment et peut-être plus tôt. Donc voilà. Ah oui, c'est une sacrée belle histoire. En tout cas, ça me parle beaucoup. Alors, tu cumules plusieurs casquettes, de coach à formateur à gérant de pizzeria et prochainement de centre de formation de cabinet dentaire. Comment est-ce que tu arrives à jongler entre ces différentes casquettes? Alors déjà, j'ai une vraie source, il y a quelque chose qui me nourrit, c'est que tous les projets dans lesquels je me lance, ils ont une dimension humaine qui est importante. Euh, Parce que par exemple, avec mon associé au niveau de la pizzeria, l'idée pour nous, c'est vraiment de donner la possibilité aux personnes qui vont travailler avec nous de se révéler, de s'épanouir, de se développer, de construire à nos côtés. C'est pour ça qu'on a fait le choix de développer une franchise. La promesse qu'on fait à nos employés, c'est que toute personne qui se donnera pleinement dans son travail, on lui mettra pas de limite. Si demain on a un de nos employés qui décide de devenir propriétaire d'un- d'une pizzeria ou d'une boutique, on l'accompagnera. Et, euh, et le fait d'avoir ce carburant-là, de se dire que ce que tu fais a du sens et peut avoir de l'impact au-delà de ta petite personne, ben, c'est quelque chose qui nourrit. Et puis après, ça me demande de me donner une forme de discipline, d'organisation du temps, de pas avoir peur des échecs,
de faire confiance à ma flexibilité, à celle des personnes avec qui je travaille, de, d'avoir de l'espoir dans la capacité qu'a l'être humain à générer des solutions face aux problèmes, et puis surtout de se régaler, quoi. De prendre du plaisir, qu'émotionnellement ce soit quelque chose d'intense. Et on est aujourd'hui dans un contexte particulier. On est en confinement avec une crise mondiale. Comment est-ce que tu vas? Alors pour être très transparent avec toi, je pense que quand cette crise s'est produite, j'ai eu un premier effet qui a été le sentiment d'avoir les pattes coupées. Parce qu'encore une fois, comme j'expliquais, ce qui est important pour moi, c'est la liberté de mouvement, la liberté d'action. Et je l'ai vécu comme une forme de privation de liberté. Après, pour ce qui est de la dimension professionnelle, euh, on est parti du principe, je dis on, avec les différentes personnes avec qui je collabore, on est parti du principe qu'on n'avait pas de temps à perdre sur le fait de chercher des explications à la situation. On est surtout parti du principe que puisqu'on n'a pas le choix, il faut qu'on puisse s'adapter et qu'on s'adapte rapidement, que c'est peut-être le meilleur moment de faire des tests, c'est peut-être le meilleur moment de se réajuster, c'est peut-être le meilleur moment d'être à l'écoute de ce qui va nous être proposé par les personnes avec qui on travaille. Et on n'a pas eu le temps de vraiment subir le coup, en fait, de cet événement. On a eu de la tristesse par rapport aux gens qui nous entouraient, les personnes qui ont pu être atteintes par le virus, les personnes qui ont pu perdre des proches, nous-mêmes on en a perdu. Et on s'est surtout dit, bon bah voilà, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On sait que dans tous les cas de figure, euh, cet événement a eu un impact mondial, donc il va y avoir une transformation. Donc c'est soit on attend de voir ce qui se passe et puis ensuite on prendra des décisions, soit on essaye de prendre le virage au plus tôt et puis d'être dans une démarche expérimentale d'essai-erreur et de se réajuster. D'aller de l'avant, en fait. Toujours. Et est-ce que ce confinement a changé des habitudes pour toi? Oui, complètement. Déjà, la première chose, c'est que j'avais déjà une organisation qui respectait des temporalités pour chacun des domaines de vie, mais j'avais tendance à cloisonner, en fait. C'est-à-dire que, très concrètement, mon domicile se trouve à 80 km au minimum de la moindre de mes activités. Et j'avais avant une organisation dans laquelle je me disais, je faisais une vraie segmentation entre le fait d'être chez moi et de refuser d'amener du travail à la maison, et le fait d'être à l'extérieur, d'avoir les temps de trajet euh, qui étaient des temps assez importants pour en profiter, pour passer des coups de fil, peut-être écouter des podcasts, euh, enregistrer des pensées, et puis subitement, quand tu perds la possibilité de bouger, ben, je me suis retrouvé à la maison, à passer énormément de temps avec ma famille qui n'a pas l'habitude de me voir autant. Et donc, ils ont l'habitude de me voir à des temps choisis. Je pense que la première difficulté, ça a été sur mon rôle de père, parce que je me retrouvais avec des enfants qui me voyaient régulièrement, mais qui avaient une vraie disponibilité, en fait. J'avais une vraie disponibilité pour eux. Et là, soudainement, ils se rendent compte que je suis là quasiment tout le temps, mais que je suis indisponible. Et ça a été très dur à gérer parce que j'ai pu percevoir une frustration chez eux, frustration que j'ai ressentie, et la conséquence professionnelle, c'est que on se retrouve avec des interruptions de tâches liées à la préoccupation cognitive, une espèce de charge mentale supplémentaire, de se dire bon ben on est là, on sait que les enfants sont en demande, faut pouvoir travailler différemment, essayer d'être plus efficient, d'être plus efficace pour leur libérer du temps de partage, pas du temps où on leur fait faire des choses puisqu'on doit aussi gérer la continuité de leur scolarité, mais vraiment du temps où on fait des choses avec eux. Donc ça a vraiment perturbé ma structuration du temps. Et mais bon, on se rend compte que quand on se dit qu'on n'a pas le choix et qu'on a la nécessité et le besoin que ça se fasse rapidement, on génère des solutions efficaces, même si parfois c'est un petit peu coûteux. C'est sûr qu'en termes d'énergie, ces derniers temps, ça a été un petit peu spécial, perte de notion de la continuité du temps. Il m'arrivait de me lever des matins en me demandant quel jour on était, parce que en termes de charge de travail, j'ai eu des plus gros blocs continus. Il y a eu un autre facteur, c'est la gestion de nos espaces.
Parce que là, je passe énormément de temps dans mon bureau à la maison, alors qu'habituellement, j'ai un peu de temps à l'extérieur et de prendre conscience d'à quel point il était important pour moi d'être en contact avec la nature, d'être en contact avec l'extérieur, d'avoir la possibilité de m'aérer l'esprit, ne serait-ce qu'en me déplaçant dans des espaces différents. Donc voilà ce qui a été principalement perturbé. Et puis après, c'est aussi l'accompagnement de mes clients qui avaient pour habitude d'avoir un cadre à gérer dans lequel on était en interaction. Et aujourd'hui, d'avoir cette pratique en distanciel au travers des visioconférences. Comment as-tu amené cette évolution de l'accompagnement à distance pour tes clients? Est-ce qu'il y a eu de la frustration? Alors, j'ai eu la chance avec mes clients qu'il n'y ait pas de frustration. Par contre, il y avait des doutes sur le fait que travailler en visio ne perturbe pas la relation, des doutes sur le fait que le travail soit aussi efficace. Bon, on sent quand même qu'il y a une perturbation parce que quand un individu vous voit en cabinet ou dans votre bureau, euh, il a vraiment la possibilité, cognitivement parlant, psychologiquement parlant, de couper et de ne pas avoir à gérer en fait ce qui peut se passer dans son environnement. Et là, je le vois en visioconférence. Bon, ben, mes clients étant confinés comme moi-même, euh, des fois, il leur arrive de ne pas être aussi à l'aise que quand ils sont en cabinet, puisqu'ils sont chez eux, donc le moindre bruit peut attirer leur attention. Et puis, des fois, il y a une question de cadre de confidentialité aussi. Dans mon métier, ben, nos clients sont amenés des fois à partager avec nous des préoccupations, des pensées, peut-être même des expériences dont ils n'ont pas spécialement envie de faire part à leur famille, aux personnes qui leur sont le plus proches. Donc, on sent quand même qu'il y a une espèce d'effet de seuil, d'alerte au niveau de l'attention, mais bon, on s'adapte et puis on se rend compte qu'on arrive à continuer d'avancer. Et puis que le plus dur, hein, c'est plus la représentation qu'on se faisait de la qualité du travail en visio que les faits en eux-mêmes. Mais comment fais-tu, toi, en tant que coach? Il y a 70%, si je ne me trompe pas, qui passent dans le non-verbal. Du coup, avec un outil comme la visioconférence, comment fais-tu pour analyser ce côté chez tes clients pour mieux les accompagner? Alors, la grosse difficulté va plus être une problématique d'ordre matériel. Pourquoi? Parce que effectivement, si on a un flux pas suffisamment bon, il nous arrive d'avoir de la latence. Et ce que ça implique, c'est que en termes de travail, pour tout ce qui est la qualité d'observation, la qualité d'écoute, l'observation spécifique, ça nous puise plus de ressources puisqu'il faut être beaucoup plus attentif et beaucoup plus vigilant. Maintenant, le non-verbal en fait est très facilement perceptible à partir du moment où on a une qualité d'image minimum et puis aussi une qualité de son minimum. On entend de la même façon les respirations, les intonations, les modulations de voix, les changements de ton, les expressions. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment en fait de choses qu'on ne puisse faire par la visioconférence, parce que dans les outils que j'utilise aussi des outils de spatialisation. Donc après, c'est dans la façon de guider mon client qu'il va falloir que je m'articule. Mais au niveau des effets, on se rend compte que ça fonctionne tout aussi bien. Donc, on parlait de la question du rôle du père, on parlait de la question de se réveiller, de plus savoir forcément quel jour on était avec la charge de travail qui augmente. Comment fais-tu pour garder un équilibre vie pro, vie perso? Euh, alors d'un côté, je prends les avantages de cette situation, à savoir que j'ai moins à gérer de temps de trajet dans la structuration du temps. L'organisation est un peu plus simple. Euh, et puis le deuxième paramètre, c'est que la même autodiscipline et le même type de routine efficace que j'utilisais avant le confinement, je les adapte. Donc là, par exemple, pour parler très concrètement, j'ai l'habitude de faire du sport à l'extérieur parce que j'en ai besoin, ça fait partie de mes piliers d'équilibre. Ben, en ce moment, je me lève 45 minutes plus tôt et puis bon, ben, j'ai la chance en vivant ici que la température soit bonne pour aller dans l'eau, donc je vais nager. Ça me permet de me mettre en action,
Et puis une fois que j'ai fini de nager, j'ai le temps de préparer le petit déjeuner pour les enfants et de démarrer ma journée en fait. Donc c'est juste une restructuration du temps, se respecter une forme de planning, remettre une routine en place. Donc une routine pour qu'elle puisse, elle, justement, nous guider à travers ce temps qui fluctue, quoi. Et qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner? Alors, je prends pas de petit déjeuner, en fait. Je prends une cuillère à soupe d'huile d'olive quand je me lève le matin. Après, je bois de l'eau, je fais mon sport. Je déjeune pas, en fait. Ça fait un petit moment que j'ai choisi un mode de vie dans lequel je fais un repas par jour, qui est le repas du soir, parce que je sais que derrière, je vais pouvoir dormir. Exceptionnellement, quand j'ai des rendez-vous clients, je fais un déjeuner le midi, mais je me rends compte qu'à chaque fois que je mange le midi, ben, je dois gérer cette fameuse phase de fatigue qu'on a entre 1h30 et 3 heures après avoir déjeuné, parce qu'on est en pleine digestion. Donc, comme ça me posait problème. J'ai, euh, je déjeune pas le matin, en fait. Par contre, le soir, je fais un vrai repas avec une grosse dominance pour des fruits, des légumes, et puis je m'autorise de consommer des aliments plus gras ou moins sains. Parfois un petit verre d'alcool à côté, voilà. C'est intéressant. J'avais pas encore entendu ce modèle en fait. Et du coup, quelle est la réalité d'un entrepreneur pour toi aujourd'hui? Alors pour moi, la réalité d'un entrepreneur aujourd'hui, c'est déjà accepter cette alternance qu'on a entre des petites victoires, des certitudes, du confort, de l'acceptation de résultats, et puis des doutes, des peurs, de l'adaptation, parfois même des déceptions, hein, des désillusions. Et c'est là toute la difficulté, c'est de ne pas se laisser dominer par toute cette partie qui peut être inconfortable et de toujours être alerte, attentive, de s'informer, de prendre soin de ses réseaux, d'essayer d'être proactif en fait, de vraiment essayer d'anticiper au maximum sur sur les différents paramètres de nos entreprises. Et du coup, qu'est-ce qui te fait sourire en commençant ta journée de boulot le matin? Me dire que je vais certainement finir la journée en ayant ou appris de nouvelles choses ou consolidé des nouveaux modes de fonctionnement ou, euh, ou obtenu des résultats satisfaisants ou d'avoir été challengé sur une de mes compétences ou une de mes capacités. Et du coup, tu as plusieurs casquettes, du coup plusieurs entreprises, mais quelles sont leurs histoires? Qu'est-ce qu'elles souhaitent raconter? Alors, le centre de formation, c'est l'histoire de trois idéalistes à la base euh, qui avaient pour ambition à leur petite échelle, de transformer, de contribuer à la transformation du monde, parce qu'on avait le sentiment que, voilà, qu'on vivait dans un monde où tout le monde n'avait pas les moyens de se développer pleinement. Et à la base, c'est ce qu'on a essayé de construire. Donc, un centre plutôt spécialisé sur le développement personnel, sur les soft skills, les habilités comportementales. Et donc, c'est ça l'histoire de cette entité. Après, c'est dans la continuité de mon métier de coach. Après, pour la pizzeria, ben, c'est l'histoire de deux potes qui étaient en train de regarder un match de football, euh, en se disant que c'était quand même dommage qu'on ne puisse pas. Enfin, à l'époque, c'était notre vision, ça existait, mais on s'en était pas préoccupé. Mais pour nous, c'était dommage de se dire qu'on pouvait pas concilier sur ce qu'on appelle de la junk food, des produits de qualité qui permettraient d'avoir une structure qui donnerait l'opportunité à des gens qui croient pas en eux ou qui seraient dans des situations sociales instables de se réaliser, de devenir entrepreneur, peut-être même de partager leur expérience avec d'autres personnes, donc d'avoir un rôle social, de, de produire de la qualité de préférence à un prix accessible à tous. Et puis surtout d'avoir un business ensemble parce que très clairement, mon associé, on s'est rencontrés ici quand on est arrivés tous les deux à La Réunion. On a vécu en coloc ensemble et puis
je suis aussi son témoin de mariage, donc on avait envie d'entreprendre ensemble, de vivre ce qu'était l'aventure de l'entrepreneuriat ensemble. Puis après, pour les autres projets, en fait, pour tous les projets, c'est un peu le même chemin. C'est plus des histoires d'hommes que des histoires d'entreprise. Oui, c'est toujours la dimension humaine, comme tu parlais, en fait. Exactement. Mais prenons la pizzeria, par exemple. Quelle est l'ambiance qui s'en dégage? Quelle serait notre première impression lorsqu'on poserait les pieds dans cette pizzeria? À la pizzeria, comme son nom l'indique, c'est vraiment en fait une ambiance chaleureuse, familiale. On a un côté, on se sent comme à la maison et c'est ça qui est important pour nous en fait. Et quels ont été les grands développements depuis la création de toutes ces entreprises? Alors, les grands développements, ça a été très clairement la digitalisation, hein, sur toutes les entreprises, c'est de passer d'un système classique, tant au niveau de la prospection qu'au niveau de l'exploitation, où on était beaucoup sur du présentiel, à aujourd'hui beaucoup plus de digital. En tout cas, sur la partie formation, accompagnement humain. Et puis sur la pizzeria, les grandes innovations, c'est d'avoir intégré, enfin les grandes innovations, non, plutôt les grandes transformations, parce que ça existe dans d'autres enseignes, c'est d'avoir intégré la commande en ligne, euh, d'avoir intégré la commande en ligne en fait. Et comment est-ce que, du coup, tu mises bien sur l'innovation pour le développement de tes entreprises, mais comment est-ce que tu trouves les différentes idées? Comment est-ce que tu les développes? Dans l'absolu, je pars du principe qu'il y a forcément quelqu'un dans le monde qui a déjà eu une super idée et du coup je m'informe en fait dans les différents domaines. J'essaie d'être assez alerte, de faire de la veille. Je suis pas le seul à le faire d'ailleurs. Je crois qu'on est tous les deux dans cet état d'esprit avec mon associé. Donc on se dit, il y a certainement un gars qui est plus intelligent que nous, qui a déjà pensé au truc, qui l'a déjà expérimenté, qui l'a déjà éprouvé. Ce serait pas mal qu'on s'en inspire et qu'on travaille surtout à la modélisation et à la mise en place. Donc c'est souvent comme ça en fait. J'ai pas la prétention d'avoir des idées qui émergent comme certains génies. Je suis plutôt du genre à essayer de m'inspirer, à modéliser et puis à dupliquer. Je voulais revenir sur le côté de la dimension humaine ainsi que de l'innovation. On peut dire que la pizzeria est basée au Chaudron à Saint-Denis. Ouais. Et en fait, je voulais savoir quelle était l'histoire de l'implantation de cette pizzeria au Chaudron. Alors l'histoire de l'implantation de la pizzeria au chaudron n'est pas sexy. Par contre, les anecdotes qui y sont associées le sont. C'est-à-dire que nous, même si on avait envie d'entreprendre ensemble, on voulait pas entreprendre n'importe comment. Donc, on a commencé par faire une étude de marché, une grosse étude de marché. Et quand on a vu les résultats de l'étude, l'étude nous proposait différents lieux. Et dans ces différents lieux, il y avait le chaudron. Alors pour la petite histoire, mon associé est originaire de Saint-Étienne. Et c'est un fan des Verts, des Stéphanois, et le stade de Saint-Étienne s'appelle le Chaudron. Et donc il y a eu ça, ce petit clin d'œil, où il dit ouais, t'imagines un Stéphanois qui s'installe au Chaudron, et puis on regardait, puis on se disait bon, ce qu'on a envie de faire, le principe de base de notre pizzeria, ce sont des produits de qualité, voire des produits premium, qu'on met dans une configuration de smart discount. Donc ça veut dire vraiment donner une offre haut de gamme, mais avec un tarif discount. Et puis quand on a fait cette étude de marché, qu'on a vu en termes de zone de chalandise que le chaudron faisait partie, on a commencé à sonder autour de nous, donc les établissements bancaires, nos conseillers, type experts comptables, les franchiseurs et tout, et puis tout le monde nous disait surtout ne vous installez pas au chaudron. On se disait, mais on comprend pas, l'étude de marché nous dit que potentiellement ça peut être. Ouais, mais je me souviendrai toujours de ça parce que c'est à la banque. C'est à la banque que ça a été le plus criant. Déjà, quand on disait qu'on avait trouvé un local au Chaudron et qu'on voulait s'implanter, on a eu 17 rendez-vous. D'ailleurs, au 17e rendez-vous, on commençait à se poser des questions. Et
c'est le 18e qui a payé, mais le 17e, il était mémorable. Parce qu'en gros, on avait justement, sachant que c'était le chaudron qu'on avait choisi, on avait monté un gros dossier en fait. On avait un dossier de 126 pages avec un business model, business plan, avec des projections sous la dimension pessimiste, optimiste, objective. On a vraiment bien travaillé notre sujet. Et on a eu un conseiller qui est venu, qui nous a regardé, qui nous a dit ah oui, c'est pour le truc de pizza. Mais non, mais vous savez, les pizzas, la pizzeria, c'est une activité à risque. Puis en même temps, il y en a tellement. Vous savez, les pizzerias ferment rapidement. Euh, non, vraiment, quand on regarde vos projections en termes de chiffre d'affaires, c'est peu probable que ça se produise. Et puis en plus, au chaudron, le type de produit que vous faites ne correspond pas à la population. Alors en regardant, on a dit, mais de quoi vous parlez? Il dit, non, les gens sont pas du genre à aimer ce type de produit. Vous savez, c'est le chaudron. Enfin, ça nous a profondément agacés, profondément énervés. Et comme on a deux bonnes têtes dures, on s'est dit, ben, on va se faire la démonstration qu'on peut implanter notre concept au chaudron, là où tout le monde pense qu'on va dans le mur. Parce que le peu de temps qu'on y avait passé au chaudron nous avait mis en contact avec une population qui est juste exceptionnelle et qu'on n'allait pas s'arrêter sur les quelques événements malheureux qui se produisent au chaudron, comparativement à tout ce qu'on a en contrepartie, en fait. Si vous faites un tour au marché du chaudron le mercredi matin, vous allez comprendre mais directement, quoi. La chaleur qui s'y dégage, l'humanité qu'il y a là-bas, enfin, c'est juste énorme. Et comble du sort, c'est que notre dossier a été accepté et cette fameuse banque qui nous avait dit que ça ne marcherait jamais, que le concept n'allait pas pour le lieu, se trouve au chaudron et est installé juste en face de notre pizzeria. Donc ça veut dire que quand on a fait l'ouverture et qu'ils ont vu la file de 1200 personnes attendre pour qu'on délivre des pizzas, ils ont commencé à se poser des questions et quand ils voient comment on tourne, maintenant ils viennent nous voir en nous disant ben, on n'aurait jamais cru, donc maintenant si vous voulez en faire un deuxième, on est là. Donc ça nous a beaucoup fait rire en fait. Ah oui, c'est clair. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous parler de cette première journée d'ouverture? Ça a été une journée, ça a été un cocktail émotionnel hallucinant. Parce que d'abord, pour préparer cette première journée, bon, dans la configuration de notre établissement, on a dû trouver des solutions pour faire entrer un four qui faisait plus de 400 kilos. Enfin bon, bref. On a eu d'abord ça. Et puis une fois qu'on était en place, euh, on a très clairement, en termes de stratégie marketing, on s'est dit il faut qu'on crée un buzz. Donc on a décidé d'offrir des pizzas gratuites jusqu'à ce qu'on ait plus de stock. On pensait pas que ça marcherait aussi bien. Parce qu'en gros, ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a sorti 1224 pizzas en 3 heures. On était 15 à tourner dans la boutique, c'était hallucinant. On avait prévenu EDF qu'on avait du matériel à forte consommation électrique, mais il nous a dit que c'était bon, que c'était bien dimensionné. Donc en fait, le compteur n'a pas arrêté de tomber. On était obligé d'éteindre toutes les lumières, de couper les clims, juste pour que le four puisse tourner à fond. On avait la file de personnes, les gens. On avait prévenu ouverture à 17h30. Quand on a envoyé le post sur les réseaux sociaux, les gens venaient s'installer avec des chaises de camping depuis 15h30. Et plus la file augmentait et plus je commençais à avoir peur. Je me disais, mais on va jamais gérer en fait ce flux-là. Et en même temps, on avait une espèce de cocktail entre de l'adrénaline, de l'excitation, de la crainte. Les gens étaient là, ils écoutaient de la musique, ils étaient patients. C'était vraiment une journée mémorable. Et puis quand on est arrivé au bout de la journée, on a eu la retombée, on était complètement épuisés. Donc on a pris toute l'équipe et puis on est allé fêter ça. Et quel a été le sentiment à la fermeture en fait de cette première journée? Que c'était une première victoire. D'avoir réussi, ne serait-ce que cette première étape qui était de faire une ouverture significative, ça a été important. Et puis, faut se rappeler en fait,
Le paramètre que j'ai pas donné, c'est que on a eu une conversation avec mon associé à un moment disant un jour on montrait une pizzeria. Et puis quand on s'est décidé à le faire, donc c'est quand même arrivé quelques années après, hein, parce que cette conversation on l'a eue en 2010. Et un jour j'étais sur la route du littoral bloqué dans les embouteillages et mon associé qui m'appelle et puis il me dit écoute, tu te souviens de cette conversation qu'on a eue il y a 6 ans? Il dit laquelle? Il me dit bah tu sais celle sur la pizzeria là. Il dit ouais tu serais toujours chaud pour qu'on parte là-dessus? Et je me souviendrai toujours d'être sur la route en corniche et de lui dire tu sais quoi franchement allons-y. On a mis 2 ans à préparer ce projet. Et pendant ces 2 ans, entre les études de marché, la recherche du matériel, les fournisseurs qui ne sont pas forcément similaires à ceux de la franchise en métropole, le modèle humain qu'on avait envie de mettre en place sur le recrutement, sur le fait de prendre des personnes qui sont vraiment à côté de l'établissement pour avoir un impact économique sur un bassin dans un rayon pas trop éloigné vraiment de contribuer au développement du quartier et tout. On avait toutes ces préoccupations-là. On a mis 2 ans à bosser tous les jours sur ce projet en ayant des doutes, en se disant mais bon, partout où on passe, on nous dit qu'on fait des demandes de financement qui sont entre 2 et 10 fois supérieures à ce qui se demande en moyenne. Est-ce qu'on n'est pas fou? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un truc qui est trop gros pour nous? Est-ce qu'on aura les épaules de gérer ça? Est-ce qu'humainement, ça va tenir la route? Ouais, ça a été long, mais on a été engagé, on a été constant. Et puis, symboliquement, cette ouverture, et puis le moment où on a fermé, on a tout coupé, c'était déjà une première victoire, quoi. En tout cas, félicitations, 1224 pizzas, Mm. c'est énorme. Ouais, c'était fou, c'était complètement fou. Alors, est-ce que tu as déjà connu de grosses coupures, des gros arrêts? Comment les as-tu gérés? Je pense notamment toujours à cette pizzeria, à un moment où il y a eu quelques violences. Ouais. Comment est-ce que vous avez surmonté cette étape? Bah, très clairement, quand il y a eu, donc en gros, on a été victime de la fameuse purge d'Halloween, alors qu'on était ouvert depuis moins de 6 mois, parce qu'on a ouvert le 28 juin en fait 2018 et ça s'est produit le 31 octobre. Euh, Franchement, le truc qui nous a fait nous relever, parce qu'on a mis moins de 24 heures à remettre la pizzeria en place. Par contre, on a mis quasiment 1 mois et demi avant de retrouver tout notre système d'exploitation. Donc, on s'est retrouvé à reprendre au carnet de commandes alors qu'on est digitalisé à fond. Ce qui nous a permis de nous relever très vite sont 2 paramètres. Le premier paramètre, et ça, je les remercierai jamais assez pour ça, c'est que quand il y a eu l'événement, tous nos employés sont venus sans qu'on ait rien eu à demander. Ils nous ont regardés, ils nous ont dit bon ben, on va tout nettoyer. Et il y en a un euh, qui nous a regardé puis il nous a fait les boss, on rallume le four et four qui avait été vandalisé, hein. Et juste on a tous eu un gros fou rire. On a eu un gros fou rire, mais énorme, et on s'est tous remis au travail. Et de savoir que nos équipes étaient avec nous, ça nous a donné la force, en fait, de pas se poser de questions et de continuer d'avancer. Après, on a enchaîné avec les gilets jaunes. Et je pense que fondamentalement, peu importe ce qui peut nous arriver, si on est entouré des bonnes personnes et qu'on a tous la conviction et la volonté d'aller de l'avant, même si l'avancée est difficile, il y a du mouvement. Parce que le seul truc qu'il faut éviter, c'est l'absence de mouvement. Et au niveau des autres activités, est-ce que tu as eu de grosses coupures, des arrêts? Des autres activités, oui, j'ai eu, quand il y a eu la réforme de la formation, j'ai eu une grosse perte d'activité parce que forcément, comme toute réforme qui est faite par notre État, il y a plein de personnes qui sont très très fortes pour réfléchir et beaucoup moins fortes pour l'accompagnement à la mise en œuvre ou pour la cohérence avec les réalités terrain. Donc, oui, quand il y a eu la réforme de la formation, j'ai eu une période d'arrêt. Et puis après, au niveau du coaching, non, j'ai pas vraiment eu de période d'arrêt parce que, au contraire, parce que je pense que les niveaux de conscience sont en train d'évoluer et les gens ont de plus en plus conscience du fait que des fois, ils perdent beaucoup de temps à vouloir chercher des solutions seuls
Alors que prendre la décision d'être accompagné, c'est quand même être responsable des résultats qu'on va obtenir. Donc, les gens n'hésitent pas à gagner en efficience en faisant appel maintenant à des aides extérieures, que ce soit des consultants ou des coachs. Donc, c'est ce que j'ai connu, en tout cas sur mes activités actuelles. Puis là, bon, bah, sur toute la partie projet pour le reste, c'est sûr que depuis le Covid, on est en attente, on patiente, et puis on travaille peut-être sur des sujets qui étaient moins prioritaires, mais qui étaient néanmoins importants. Donc, optimisation des process, les mises en conformité. Voilà. Et du coup, ben, parlons de cette clientèle. Quelle est ta cible? Comment est-ce que tu la définis? Est-ce que tu pourrais nous parler de la stratégie pour atteindre les personnes qui potentiellement feraient appel à tes services? Alors, concrètement, j'ai plusieurs cibles en fait. Soit j'ai des prescripteurs, donc c'est-à-dire j'ai dans des grosses entreprises des managers qui constatent que leurs collaborateurs seraient amenés à avoir des obstacles liés à la confiance en soi, à l'estime de soi, à l'organisation, le management, l'assertivité, le développement du leadership. Soit j'ai des entrepreneurs, donc des patrons de TPE, PME qui se retrouvent confrontés à l'isolement de l'entrepreneur et avec qui on a un peu comme comme on s'occuperait d'une voiture, avec qui on a des rendez-vous pour faire des entretiens, des mises à jour. Et puis après, on a toutes les thématiques qui sont émotionnelles, donc tout ce qui est de l'ordre de la gestion des émotions, de la gestion du stress, de la gestion des conflits. Comme je fonctionne beaucoup à la recommandation, donc j'ai envie de te dire que j'ai pas une niche spécifique. J'ai une spécialité qui est ce que j'appelle la reprogrammation authentique. C'est-à-dire que quand il y a des personnes qui ne se sentent pas à leur place dans la société ou qui ont le sentiment d'avoir tout pour se sentir bien, mais malgré ça ont l'impression de ne pas toucher au bonheur, ben, j'ai une méthode que j'ai développée depuis 5-6 ans qui est assez efficace pour trouver sa place et trouver son équilibre. Je travaille beaucoup sur la thématique équilibre de vie professionnelle, vie privée. Et souvent, c'est pour ça que je suis recommandé. Et ben, en parlant de recommandations, quelle est la place des réseaux sociaux dans ta stratégie? Alors, j'ai envie de te dire que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place aujourd'hui dans ma stratégie. Pourquoi? Parce que maintenant, ça fait 10 ans que je fais mon métier. Les 3 premières années, j'ai plus utilisé des méthodes traditionnelles, donc des rencontres d'entrepreneurs, du démarchage, du phoning. Et puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, hein, j'ai plus une stratégie marketing bon, déjà, ou de publication de contenu, de contacts par les réseaux sociaux, d'offres en ligne. Donc oui, ils prennent de plus en plus de place. Sur ta page, on peut voir des vidéos de toi parlant sur différentes thématiques. Est-ce que tu as toujours été aussi à l'aise face à la caméra, à l'oral? Non, pas du tout. Au contraire, c'est même à chaque fois que j'ai un exercice de ce type-là à produire, j'ai une forme de réminiscence de mon plus jeune âge en fait, où j'avais peur, très clairement, parce que j'avais la peur du rejet, parce que j'avais la peur de pas être à la hauteur, parce que j'avais peur de dire des bêtises, peur qu'on constate que je suis bête. Chaque fois que j'ai quelque chose comme ça à faire, ce qu'il y a de génial, c'est que c'est encore une occasion de me montrer que rien n'est figé et qu'avec un petit peu de travail euh, et un peu de dépassement de soi, ben, quelque chose dans lequel on n'est pas du tout à l'aise à la base peut devenir une compétence. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton style de management? Donc, tu nous parlais de cette dimension humaine, tu as des collaborateurs. Comment est-ce que tu mets en place ce management? Alors, on va dire que c'est un mix entre du management participatif et alors on va parler à deux niveaux. En termes d'organisation, on a de la consultation en fait. On consulte tous nos collaborateurs, mais par contre en termes de processus décisionnel, les décisions restent à notre niveau. Donc on n'a pas de délégation totale. On a tendance à l'idée par l'exemple.
Donc, c'est-à-dire que même à la pizzeria, où à la base, c'est pas notre cœur de métier, on- il était important pour nous de montrer à nos collaborateurs que, premièrement, on respectait leur travail, mais qu'on était aussi capable de le faire pour avoir des échanges objectifs et concrets sur les améliorations possibles. On, on a vraiment un management participatif, mais dont la limite quand même est sur la limite de responsabilité. C'est-à-dire que même si on donne une vraie délégation à nos collaborateurs, on reste responsable en fait de leurs résultats. Donc si ça se passe mal, ben, ça nous concerne et si ça se passe bien, on a tendance à les féliciter et voilà. Vous avez mis en place des rituels? On a mis en place, on les a laissés mettre en place des rituels. Ils ont leur façon d'entrer, le moment où ils mettent leur musique, le moment où ils s'organisent en brigade. On a notre premier et notre second qui donnent le rythme et puis ça donne la couleur au service en fait. Et puis on a aussi des rendez-vous qu'on prend avec eux parce que très clairement, bah, de temps en temps, quand on a fait un bon mois ou qu'on a eu à dépasser une période complexe comme celle qu'on est en train de traverser, ben, on se retrouve tous ensemble pour manger ou pour faire la fête. Et comment est-ce que tes collaborateurs ou tes partenaires te décriraient? Je pense qu'ils auraient du mal parce que bon, la répartition de la charge, c'est toute la dimension humaine et comportementale, c'est plutôt moi qui la gère et toute la dimension production et exploitation, c'est mon associé qui la gère. Et du coup, ils sont beaucoup plus souvent en contact avec lui. Donc, je pense qu'il me décrirait comme quelqu'un qui est à l'écoute, ça, et je pense qu'il y a une dimension empathique de moi qu'ils ne connaissent pas. Parce que comme j'ai tendance à essayer de faire les choses de façon juste, je m'appuie beaucoup sur les faits quand j'ai des échanges avec eux et très peu sur les impressions ou les sentiments. Donc après, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur moi, puisque quand ils ont une demande à faire, j'essaie d'être réactif. Mais je pourrais pas tellement t'en dire plus en fait. Et du coup, tu nous parlais de cette dimension humaine que vous tenez à mettre en place dans l'entreprise et dans toutes les activités que tu mènes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta politique RH, de l'embauche, par exemple? Alors déjà, le, les compétences qu'on peut trouver sur un CV nous intéressent pas des masses. Ce qui nous intéresse le plus, c'est le cadre de valeur. Donc souvent, c'est une question qu'on est susceptible de leur poser. Mais ce qui est important pour eux dans la vie, quelles sont leurs ambitions, comment ils se voient dans 5 à 10 ans, s'ils avaient la possibilité d'accomplir un rêve, qu'est-ce que ce serait, euh, qu'est-ce qui est important pour eux quand ils sont dans... On leur demande qu'est-ce qui est important pour eux dans une équipe, qu'est-ce qui pourrait heurter leur sensibilité ou qu'est-ce qui pourrait les galvaniser. On est, on a vraiment un mode de recrutement où on se dit que bon, on n'est pas sur une activité qui demande des hyper spécialités. Par contre, on est sur une activité qui demande de la rigueur et de l'engagement. Donc, on va regarder les seuils d'enseignabilité, on va demander la relation à la hiérarchie, comment les gens le perçoivent, et puis surtout leur ambition, en fait. C'est ça qui nous intéresse le plus. On préfère avoir quelqu'un qui n'a pas une grosse expérience, mais qui a une vraie ambition, mais une ambition de vie, pas une ambition professionnelle uniquement, et de se dire qu'on va faire un bout de chemin tous ensemble et qu'on va construire nos vies avec l'outil qui est notre entreprise. Alors, parlons de nouveau un petit peu de tes activités au global. Est-ce que tu étais prêt pour une telle situation? Est-ce que tu avais déjà mis en place des outils que tu utilises aujourd'hui pour t'aider dans cette configuration de confinement? Alors, sur l'activité de la pizzeria, on n'était pas prêt, on a dû se réajuster. Par contre, sur mes autres activités, vu que ça fait déjà 2 ans que j'étais dans la mise en place d'une stratégie digitale,
On va juste dire que le Covid a catalysé, a accéléré en fait certains processus. Donc, j'étais pas complètement prêt, mais j'avais déjà commencé à bâtir. Et au niveau personnel, comment est-ce que tu t'es adapté? Je crois que c'est là que j'ai eu le moins de difficultés parce que, on va dire que ma situation personnelle est pour moi le pilier de mon équilibre. Donc, c'est là que j'ai dépensé le plus d'énergie à la base pour, pour trouver, euh, pour trouver en fait de l'équilibre, de la vitalité. Au niveau de la situation personnelle, ça va, on n'a pas été mis à part là. Comme je te disais, la perte de certains proches, ben, j'ai pas été trop impacté en fait. J'ai pu conserver une forme de bien-être et de confort, et de confort avec mon noyau familial. Des fois, c'est un peu dur pour les enfants de ne pas sortir, mais ça n'a pas été trop perturbé en fait. Il n'y a pas eu d'angoisse, il y a pas eu de crainte, il y a eu de l'acceptation. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ta méthode de travail en télétravail, des outils de gestion de projet que tu utilises? Comment est-ce que tu télétravailles de manière productive chez toi? Ben, une fois que bah, déjà j'ai tous les outils de liste, donc je commence généralement par établir une liste qui est priorisée, qui est arbitrée. Et puis ensuite, les outils que j'utilise, ben déjà tous les outils de visioconférence, ça va aller de Zoom à Whereby, Jitsi, Microsoft Teams en fonction des équipements qu'a chez mes clients. Euh, sur une partie de mes activités, ben, j'ai dû investir sur du matériel vidéo, donc des lumières, des micros. Et puis après, pour tout ce qui est la gestion des projets, ben, on a des outils de partage. Bon, ben, il y a les classiques de, tels que Dropbox ou Google Drive. Et puis derrière, sur certains projets, on va utiliser des outils comme PyDrive on a une partie CRM qui est associée à une forme de Gantt. On peut centraliser les actions de toutes les personnes avec qui on collabore à distance. On peut les modifier, on a un partage de tâches, on a un partage de fichiers, et puis on voit aussi les avancées des projets. Euh, des outils comme Trello, des outils comme Slack. Donc voilà en gros. Et puis bien sûr, sur les outils de messagerie, on communique beaucoup par groupe, par WhatsApp, par Telegram, beaucoup moins par Messenger, mais voilà. Et est-ce que tu as remarqué le syndrome du télétravail chez toi? Alors, qu'est-ce que tu entends par le syndrome du télétravail? Alors, il y a le phénomène que avec ce confinement surtout, lorsqu'on télétravaille, on a peur de ne pas assez travailler. Et du coup, on a l'obligation pour soi de travailler encore plus pour montrer qu'on a travaillé. Ah non, ça, Si j'arrive à non, bien ça, m'expliquer. ça n'a pas changé. Par contre, s'il y a un truc qui a changé avec le télétravail, c'est que comme les gens passent plus de temps, en fait, je suis beaucoup plus sollicité. Pourquoi? Parce que avant, il y avait les temps de trajet, il y avait le glissement de tâches, et en ce moment, en fait, puisque j'ai plusieurs activités, je me retrouve plus avec le phénomène où les personnes avec qui je collabore sont occupées. Donc j'avoue que pendant cette période, j'ai le sentiment d'être beaucoup plus sollicité que d'habitude. Les gens ont plus de temps, ils occupent leur temps différemment, donc je suis obligé de me réguler pour ne pas passer trop de temps ni au téléphone ni sur l'ordinateur. Et du coup, comment est-ce que tu vois ces marchés se développer dans un futur plus ou moins éloigné? Je pense que là, on a pris le virage. Hein. Je pense que tous les marchés qui sont en lien avec la digitalisation vont exploser parce que justement, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient réticentes en ce qui concerne le télétravail. Comme là, elles n'ont pas eu le choix, elles l'ont éprouvé. Et comme elles constatent que la productivité ne baisse pas significativement, euh, je pense que ça va régler pas mal de questions en fait, en termes d'organisation logistique, une fois qu'on aura pris le pli. Et, euh, et oui, ces marchés vont augmenter de plus en plus. Les gens sont maintenant de facto sensibilisés
à un fonctionnement distanciel. Donc, je pense qu'ils vont garder le contact et le présentiel pour leur loisir. Et puis la partie professionnelle va être de plus en plus facilement exécutable à distance. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux déjà évaluer l'impact de cette crise sur tes activités? Non, parce que je ne sais pas quand elle va se terminer. Et comment gères-tu cette incertitude? J'aurais pas le choix que de composer avec, donc je la prends comme elle vient. Et puis c'est surtout que j'ai la foi en ma capacité, quoi qu'il arrive, à rebondir. Donc à ce niveau-là, ça va. Du coup, par rapport à cette capacité de toujours rebondir, comment est-ce que tu fais pour garder cette motivation sans faille pour maintenir tes activités à flot? Bah déjà, je me rappelle de pourquoi je me lève le matin, parce que comme je te disais, j'ai 2 enfants à qui j'ai envie d'offrir la meilleure vie possible. Et puis, c'est aussi bon, le fait d'avoir été sportif de haut niveau. Il y a un moment où tu te dis que tu gaspillerais de l'énergie à pas rester optimiste et à pas faire le job qu'il y a à faire pour avancer. Peu importe que tes résultats soient excellents ou pas, hein, c'est pas la question. C'est vraiment se dire qu'il n'y a pas 150 000 chemins en fait. Et qu'il n'y a qu'en faisant des actions et en prenant le temps d'avoir un retour d'expérience de ce qu'on fait qu'on arrive à s'ajuster, à trouver la bonne méthode. Donc il n'y a pas de peur à avoir en fait. Au pire des cas, au pire des cas, on se plante et on recommence. Mais du coup, est-ce que tu ressens cette pression de l'entrepreneuriat? Elle existe. Elle existe maintenant. Il y a autant de pression qu'il y a de la stimulation et qu'il y a de l'adrénaline. Donc, c'est un coût qui a une moindre mesure. Elle existe. Oui, un entrepreneur est sous pression. Oui, un entrepreneur a une grosse charge mentale parce que quand c'est ta boîte, tu penses beaucoup. Mais en même temps, c'est tellement gratifiant, auto-valorisant. Moi, je sais aujourd'hui que pour rien au monde, je me verrais changer de modèle. C'est un modèle qui enlève des limites, en fait. Quand on travaille pour soi ou quand on travaille pour un de ses projets, euh, on sait qu'on a la possibilité, même si des fois c'est pas simple, d'aller bien au-delà en fait des représentations qu'on pouvait se faire au départ. Rien n'est figé en fait. Il n'y a pas de limite. Et ça, c'est chouette. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote ou une expérience que tu as vécue au cours de ce confinement et qui t'a marqué dans le cadre professionnel? Ou très courte, si j'ai une anecdote, c'est quand le confinement a démarré, euh, j'ai un de mes clients qui est pas ici justement, et qui devait venir parce que dans le mode de fonctionnement qu'on avait, ben, c'est quelqu'un qui généralement se déplaçait parce qu'il disait c'est hyper important qu'on soit en contact et tout. Et depuis qu'il y a eu le confinement et qu'il a vu qu'en distanciel ça fonctionnait, ben, c'est quelque chose qui s'est appliqué sur tous ces autres domaines en fait. Donc du coup on est passé de quelqu'un qui nous rendait captifs en fait de l'activité à quelqu'un qui aujourd'hui met des systèmes en place et nous apporte des solutions pour rester en distanciel. C'est un sacré changement. Oui, et c'est un moment qui s'est opéré sans qu'on ait eu à faire de forme ou quoi que ce soit. C'est ça. Et après, parfois, quand on est au pied du mur, on s'adapte. C'est ça. Voilà, c'est comme dirait l'autre, c'est ça. Au pied du mur, on voit la taille du mur. Alors, est-ce que tu as mis en place des actions pour aider la population au cours de cette crise? Alors, il y a une action que j'ai mise en place, c'est que, chose que je me refusais de faire avant, j'ai commencé à faire des lives dans lesquels je partage sur des grands concepts du mindset. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, que qu'il y en a beaucoup qui m'ont fait part du fait qu'ils étaient en train de vivre des introspections. Et à un moment, je me suis dit que ça pourrait être utile de partager sur certains concepts du mindset, la relation à l'échec, la relation aux peurs, le cadre de croyance, la motivation, voilà.
Et toi, quel est ton mindset? Bah moi, j'ai des petites phrases toutes simples, hein. La première, c'est l'échec n'existe pas si tu n'abandonnes pas. Et puis je me dis en fait que souvent on a tendance à oublier qu'on est sur cette terre pour vivre et non pas pour survivre. Donc si on a le sentiment d'être en danger en permanence, on n'est que dans le cadre de survie, alors qu'il y a des choses magnifiques en fait à vivre en prenant conscience de la chance qu'on a déjà d'être là. La situation a bousculé le train-train quotidien de chacun. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que tu peux garder de cette situation? La preuve que l'être humain est fascinant dans sa capacité à s'adapter. Et comment est-ce que tu vas t'organiser pour l'après? Bon, ça je sais pas. Je prendrai les choses au fur et à mesure. Je continuerai dans la dynamique dans laquelle je suis. D'ailleurs, souvent il m'arrive de dire en déconnant, peut-être que je vais rester dans l'adaptation de la période confinée quand on le sera plus. Je vais peut-être continuer de bosser un peu plus de la maison, passer un peu plus de temps avec mes enfants. Oui, j'ai beaucoup entendu ça. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à nous partager? Faites-vous confiance, faites des tests, essayez de nouvelles choses, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des bonnes pratiques, de ce qui a fonctionné pour certains. Et puis surtout, n'oubliez pas où se trouve la priorité. En fait, peu importe ce qui nous arrive, chaque moment qu'on peut, chaque moment qu'on peut partager avec des gens qu'on aime, chaque fois qu'on a une occasion de répondre à nos besoins, nos envies, nos attentes, nos désirs, nos souhaits, bah, il faut saisir ce moment-là en fait. Il faut saisir ce moment-là sans se poser de questions. Voilà. Merci beaucoup, Lou. On arrive à la fin de ce podcast, mais j'aurais 3 petites questions bonus à te poser, s'il te plaît. Ok. Alors, premièrement, quel est le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est Faire face à la souffrance de Benjamin Schandorf. Quelle est l'application que tu utilises le plus? En ce moment, Telegram. Et quelle est la curieuse habitude que tu aimes bien faire? La curieuse habitude que j'aime bien faire. Oui. Laisse-moi réfléchir, parce que j'en ai des habitudes. Laquelle serait curieuse? Ah, oui. Si, regarder les étoiles avec mon petit verre de rhum vieux en pensant à mes grands-parents. Merci beaucoup Lou pour ce riche échange plein de bons conseils. J'espère que pour vous aussi cela a été un agréable moment, que Lou a pu vous transmettre ses passions. Et merci d'avoir écouté. Pensez à partager et à laisser 5 étoiles pour qu'on puisse retrouver facilement le podcast. Si vous avez dans votre entourage des entrepreneurs que vous aimeriez écouter dans le podcast des citrons, laissez-moi un commentaire. À bientôt!